dossier de Barthélémy Diaz et son investiture pour la mairie de Dakar et la question djihadiste et son lot de morts dans la sous-région. Pour analyser toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit ce dimanche Mamadou Thiam, conseiller spécial du président de la République, et Sarah Ndiaye, entrepreneur et analyste. L'Air du Temps, c'est ce dimanche 7 novembre 2021 de 10h à 11h sur iRadio 90.3 avec Alassane Samba Diop. Dimanche 7 novembre 2021, merci d'être à l'écoute de l'Air du Temps. Nous recevons dans ce studio Sarah Ndiaye, qui est entrepreneur et analyste. Nous attendons d'un moment à l'autre l'arrivée de Mohamed Mamadou Thiam, qui est conseiller spécial à la présidente de la République pour aborder les sujets. Sarah Ndiaye, merci d'être avec nous. Bocar Sarr, Mohamed Bocar Sarr, prix Goncourt au Sénégal à 31 ans. C'est une grande prouesse, ça. Oui, la prouesse, elle est exceptionnelle et mérite d'être soulignée. Mbougar fait honneur au Sénégal et aux Sénégalais parce que quand on voit un Sénégalais qui excelle à ce point, on ne peut que s'en réjouir. On a vu, après son prix, une sorte de polémique s'installer par rapport au texte qu'il a eu à écrire, entre autres. Mbougar a répondu en disant « Chacun peut lire le texte selon sa compréhension ». Oui, en fait, Mbougar, c'est un littéraire dans l'âme, donc c'est un créateur, c'est un artiste. Par conséquent, il ne peut que respecter la liberté des autres, la liberté de la critique par rapport à son œuvre. Par conséquent, nous devenons de plus en plus une société polémivore et à chaque occasion s'installent des débats qui biaisent complètement les sujets parce qu'il y avait vraiment matière à réfléchir sur cette consécration de Mbougar. Parce que Mbougar est un pur produit de l'école publique sénégalaise. Et malgré tout ce qu'on est en train de dire, malgré tout le fait qu'on continue de vouer aux gémonies notre école publique, elle continue de produire des éléments capables de rivaliser avec ce qui se fait de mieux au monde. Donc, moi, c'est la leçon que j'en tire. Autre chose qui me satisfait, c'est forcément cette marque, ces remerciements qu'il adresse à ses professeurs devant l'Académie Goncourt. Parce que ça me ramène à la fin de l'année scolaire dernière, quand des élèves maltraitaient leurs professeurs, les agressaient et autres. Donc c'est une leçon. On doit pouvoir toujours s'appuyer sur une certaine symbolique pour refaire beaucoup de choses remettre beaucoup de choses qui n'étaient plus à l'endroit. C'est fondamental. Le prix de Bocar, pour certains, aurait dû être un moment de consensus national autour d'une figure, d'un jeune, 31 ans. Avoir le concours, c'est quand même extraordinaire à son âge. Et ensuite, son écriture, sa plume, en parlant de l'école sénégalaise qui est en train de subir aujourd'hui des contre-coups, beaucoup pensaient que le prix de Bocar aurait pu réunir les Sénégalais autour de l'essentiel. Maintenant, constater que dans les réseaux sociaux, c'est autre chose. Qu'est-ce qui explique cette cassure de cette société-là? Qu'est-ce qui explique qu'au Sénégal, qu'on n'aime plus, qu'on ne s'aime pas? Pourquoi? En fait, le Sénégal... Cette haine de soi. Le Sénégal est devenu un peu un pays des rendez-vous manqués. À chaque fois qu'on a des occasions pour fédérer les Sénégalais autour de l'essentiel, pour prendre un bon cap, on se met on se jette sur du futile, à se perdre en vaines conjectures, pour après perdre même le fil qui devait nous mener à l'essentiel. C'est un peu cela, mais la polémique, elle est là, elle s'installe. Mais malheureusement, au Sénégal, on est dans une sorte de manichéisme et par rapport à toute situation et par rapport à toute chose, il faut se déterminer, être pour ou contre. Et de plus en plus, on assiste à une montée de certains objecteurs de conscience qui, si on y prend garde, risquent de tuer la créativité artistique et même la liberté de penser. Et ça, ce serait très regrettable pour un pays qui a été toujours un pays de tolérance, un pays qui a certaines valeurs même. Au-delà de cela, on perd quelque part même notre identité. Parce qu'au Sénégal, on parlait souvent du mandou, c'est-à-dire lorsqu'on ne sait pas quelque chose d'une chose, on a quand même cette prudence, cette distance intellectuelle qui nous permet de prendre du recul pour ne pas se prononcer afin d'en maîtriser tous les contours. Et ça, on n'en est plus là.
Mais certains estiment que le moment Boucar aurait pu être un moment choisi par les autorités pour vendre davantage le Sénégal. Parce que l'impact que le prix Goncourt peut avoir à travers le monde, même ceux qui n'ont jamais entendu parler du Sénégal pourraient s'y intéresser, en disant oui, ce pays se trouve où, ce jeune homme vient d'où. Est-ce que c'est un moment qu'il faut capitaliser sur le plan culturel, sur le plan économique et même touristique? Oui, c'est un peu le Sénégal des rendez-vous manqués, comme je le disais tantôt. Donc, on doit toujours profiter de certaines occasions pour mettre en valeur le Sénégal, mettre en valeur l'Afrique. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion, qu'on parle de nous de manière très positive, en mondiovision, et que tout le monde... voilà, c'est des choses qui peuvent bâtir de nouveaux imaginaires et de déconstruire des stéréotypes qui étaient là. Mais malheureusement, on rate toujours ces rendez-vous-là, et pour Dieu sait qu'ils étaient essentiels. Mamadou Thiam, bonjour. Est-ce que vous comprenez cette polémique autour du livre de Bougar? Je le comprends dans le sens purement intellectuel, je veux dire en termes de dynamique. Bon, ça ne veut pas dire maintenant je le comprends au sens où je l'accepte ou pas. Alors, je le comprends en termes sur le plan purement intellectuel, parce qu'à Alassane, aucune œuvre ou, disons, aucune pensée ou aucune production intellectuelle ne peut échapper à un triptyque. Et le triptyque, c'est principalement, dans la sémiologie en tout cas, le texte d'abord lui-même, la production textuelle, ici en l'occurrence le dernier roman primé, La plus secrète mémoire des hommes, qui est le texte, mais aussi le contexte de production, dans quel contexte on est, et enfin, justement, le co-texte, ce qu'on appelle le co-texte. Alors, pour le texte, il n'y a pas besoin pour l'instant d'y revenir, parce que c'est une nouvelle production qui est sortie, qui a été bien accueillie sur le plan de la production littéraire, et il n'y a même pas beaucoup d'éléments polémiques dans le texte lui-même, le texte primé. Alors, c'est en ce moment que le co-texte va intervenir. Le co-texte, c'est l'ensemble des textes à côté qui accompagnent l'ouvrage concerné. Et parmi les éléments du co-texte, il y a bien entendu l'un de ces romans qui est antérieur, De purs hommes. Ce roman-là est presque passé inaperçu au Sénégal en son temps. Malheureusement, avec ce prix Goncourt, le succès venant, ça a poussé les uns et les autres à essayer de fouiller, de comprendre, de savoir qui est cet auteur, qui est cette personne, quel est son positionnement idéologique, comment est-ce qu'il écrit, pour qui il écrit. Et les gens se rendent compte qu'effectivement, l'un des derniers romans de Mbougar, De purs hommes, effectivement, partait d'une situation de fait divers concernant un homosexuel qui aurait été déterré après son enterrement dans un cimetière musulman. Et la plupart de ceux qui critiquent n'ont pas lu le livre. La plupart, malheureusement, parce que Alassane, le nombre de personnes qui se sont prononcées sur Facebook, qui disent je retire mes félicitations, parce que si toutes ces personnes avaient acheté le livre, je pense qu'il aurait dépassé les centaines de milliers, pour ne pas même dire les millions de ventes rien qu'au Sénégal. C'est vous dire. Alors, donc, partant de ce constat-là, il y a eu un troisième élément qui est intervenu. Le contexte. Dans quel contexte on est? C'est un Sénégalais qui vit en France, qui a été soutenu par des structures françaises dans l'écriture de son dernier roman, juste après l'écriture du roman en question, De purs hommes. C'est un Sénégalais dans un contexte français fait de xénophobie, avec la montée des extrêmes, Éric Zemmour. Dans ce contexte, on met en avant un écrivain africain sénégalais qui s'appelle, par le heureux des hasards, Mohamed. Au moment où Zemmour même voudrait que l'on interdise aux Français, même d'origine étrangère, de donner à leurs enfants certains prénoms. Le livre est coédité par l'échelon Janssen, qui appartient à Falioune Sarr. Tout à fait. Aussi à Boubacar Boris Diop. Bien sûr. Et ça aussi, c'est un élément assez important. J'y reviendrai peut-être après tout à l'heure en termes d'édition. Mais dans ce contexte-là, où au Sénégal, en France, il y a la xénophobie, au Sénégal, il y a les débats sur France Dégage, les débats sur le néocolonialisme renouvelé, les débats sur l'impérialisme, les débats sur les tentatives supposées des Occidentaux de nous imposer leur agenda sur le plan culturel. Mais tous ces éléments du contexte entrent en jeu, et à partir de là, comme le disait Nathalie Sarraute, une autre spécialiste de la littérature, nous entrons dans l'ère du soupçon. Les gens vont se dire, pourquoi en ce moment particulier, des Français
s'intéresse à un Sénégalais, romancier, 31 ans, qui il y a 3 ans avait écrit un livre qui, selon eux, ferait la promotion de l'homosexualité. Donc forcément, ils se disent que derrière ce Goncourt, il n'y a pas uniquement une dimension purement littéraire et artistique qui est primée, mais pour eux, il y a une dimension politique. Et effectivement, lorsque certains revisitent d'autres Goncourt qui ont été décernés, il va de soi, par exemple, à chaque fois qu'il y a un moment critique pour certains grands prix, par exemple pendant la guerre, tous les grands prix de l'Académie française avaient été décernés à des écrivains combattants. Donc les gens se disent que forcément la dimension idéologique est intervenue dans ce choix-là, jusqu'à polier maintenant le talent artistique de l'auteur qui est indéniable. Maintenant, le dernier élément, parce qu'en général, en Afrique, lorsque les romanciers écrivent, ils s'appuient, parce qu'un roman s'appuie sur c'est de la fiction, mais qui intègre ce que mon professeur Alioune Tine appelait des effets de réel. C'est-à-dire, il parle de Omar Pène, de Super Diamono, de Moudjé, il parle du Sénégal, il ne change pas les éléments du contexte, il ne change pas les noms, il s'inscrit carrément dans un ancrage territorial, géographiquement marqué, que ce soit le Sénégal, la France ou l'Argentine. Donc, il ne cherche pas à se cacher. Alors que certains auteurs, lorsqu'ils écrivent dans un pays, quand ils veulent dénoncer la dictature, ils parlent d'un pays fictif, ils donnent d'autres noms. Je veux dire que lui, il est resté sur le plan, disons, de la distanciation primaire par rapport au référentiel, il en est resté presque au degré zéro. Ça veut dire aussi que c'est un auteur qui s'assume. C'est aussi une forme de courage ou une sorte de courage qui peut accentuer. Parce que je me rappelle un célèbre théologien écrivain du nom de Erasme de Rotterdam, qui est un théologien au XVe siècle, lorsqu'il a voulu critiquer l'Église, comme quelques mois avant, un de ses meilleurs amis, Thomas More, le père de l'utopie, avait été donc malheureusement condamné à mort, brûlé sur le bûcher, eh bien, Erasme de Rotterdam a fait usage d'une sorte de tour de force. Le personnage principal de son ouvrage, qui traitait de théologie au fond, le personnage s'appelait Dame Folie. Et pendant tout l'ouvrage, c'est Dame Folie qui parlait. Et quand on a voulu l'interpeller, il a dit à l'église, mais vous savez bien que c'est la folie qui parle. Et quand la folie parle, elle ne peut que déraisonner. Donc, il y a une forme d'écriture de la dualité qui permet à certains écrivains, lorsqu'ils énoncent dans un contexte sensible et particulier, de pouvoir se dédoubler et de trouver des paravents. Mais Mbougar, au-delà des paravents purement créatrices, qui sont purement dans le domaine de la création, Mbougar n'a pas trop cherché à cacher son jeu. C'est aussi une forme de courage, c'est aussi une forme d'honnêteté, et c'est personnellement aussi une partie, moi, qui me plaît. Parce que quand je lis cet ouvrage, bien qu'il y a des éléments qui ont été totalement fictivisés, la référence à l'écrivain malien a été changée pour être une référence à un écrivain sénégalais. Les éléments de date ont été légèrement changés. Mais pour ce qui concerne le contexte socio-culturel, dans son énonciation, il s'ancre justement au sein des cultures qu'il connaît. Maintenant, ce qui est paradoxal, Alassane, c'est que la dimension idéologique fâche une partie du public sénégalais, des lecteurs supposés sénégalais, mais en même temps, cette même dimension idéologique-là ne satisfait pas les extrémistes français. Aujourd'hui, un Philippe Zemmour, je le verrai dans ses petits souliers. Parce que ce que Mbougar fait, quand même, démontre une fois de plus que la France a tout intérêt, non pas à intégrer tout le monde, mais à s'ouvrir au limon extérieur, à se brasser, parce qu'aujourd'hui, les centaines de milliers de Français qui liront cet ouvrage avec satisfaction le devront grandement, justement, à un Sénégalais. Mbougar raconte dans son livre Le sort, réservé un peu à l'écrivain malien qui avait gagné un prix Renaudot, qui a été enterré à Sévaré au Mali, parce qu'il avait écrit, il était accusé de plagiat, il avait eu le prix Renaudot. Et cet auteur avait écrit sur la violence. Et ça a montré quelque part le combat qui a été mené contre lui était une sorte de haine de soi, parce qu'il était lui-même combattu par des Africains. Oui, Est-ce que c'est pas ce que Mbougar est en train de vivre aujourd'hui? On dirait qu'il s'agit d'un retour de flamme, parce que ce qu'a vécu Yambo Oleguem
n'est pas loin de ce qu'est en train de vivre actuellement Mbougar. Même si, quand même, du point de vue de la violence, on n'en est pas encore arrivé là. Parce que Yambo Oelegem a été accusé de plagiat et tout ça. Mais pour ceux qui ont lu cette œuvre-là, ils savent pertinemment que s'il s'agissait d'un plagiat, c'est un plagiat qui était même plus brillant que les plagiés. Et ça, c'est magnifique. Donc, la reconnaissance n'étant pas là, après, voilà, il s'est emmuré dans une situation quand même très malheureuse jusqu'à en mourir. Mais Mbougar savait, en écrivant, il savait que peut-être il allait soulever la polémique et le tollé. Mais ce que je voudrais dire, c'est parfois notre rapport à la fiction. Parce que souvent, on oublie qu'un écrivain est un artiste qui peut se permettre d'utiliser des personnages fictifs pour raconter une histoire. Et donc, il a cette liberté de faire parler des gens. Pour revenir à ce que disait Mamadou Thiam tout à l'heure, mais par rapport à Dame Folie, mais on a vu avec Cheikh Hamidou Kane et le fou dans l'aventure ambiguë. Tout à fait. À un moment donné, lorsqu'il parlait lorsqu'il commençait à nier l'existence de Dieu, là, ça n'en avait pas fait de Cheikh Hamidou Kane un athée. Il avait juste fait parler un personnage qui, à un moment de sa vie, a eu un trou métaphysique et s'est retourné contre ses convictions. Même ici au Sénégal, certains acteurs de films ou bien de séries vivent cette situation-là. Quand ils jouent un personnage, ils sortent dans la rue, mais les gens les confondent totalement avec le personnage. Mais en les agressant. C'est cette différence qu'on cette distanciation qu'on n'arrive pas à prendre. C'est cette différence qu'on ne parvient pas à faire entre la personne et le personnage. Donc c'est exactement ça. On a vu des acteurs, des comédiens, à vivre des situations dramatiques après pour avoir joué un rôle sur l'homosexualité et autre chose. On a vu le cas de Azou Lebo qui était là. Mais après, les gens se trompent. Parfois, on est même haï après avoir joué un rôle parce qu'on oublie qu'on était là juste pour montrer les facettes d'un personnage et non pour révéler sa propre personne. Et malheureusement, ça, c'est un peu à mettre dans le compte de l'incurie. En quoi aujourd'hui l'État du Sénégal peut capitaliser sur ce prix de Mbougar à travers le monde? Parce qu'il est sous le feu de la rampe et il est partout à travers le monde. Le Sénégal, peut-être des gens qui sont dans des coins les plus reculés vont entendre parler du pays. Oui, Alassane, avant de répondre à cette question, vous me permettrez de rebondir sur un élément très intéressant. C'est comme une forme dont vous parliez tout à l'heure, une forme de dimension presque prémonitoire. Ce qui est arrivé, ce qui a perdu Yambo Oelegem à travers son livre, quand vous disiez, est-ce que cela ne va pas perdre un peu Mbougar? Alors, notez que cette dimension prémonitoire-là, mais elle est là, Alassane. Quand vous ouvrez le roman, à un moment donné, vers la page 30-35, quelque chose comme ça, si je ne me trompe, il parlait, le narrateur, je précise, la notion de narrateur est très importante, parce que ce n'est pas Mbougar qui parle. Et donc, quand vous disiez que notre rapport à la fiction, en fait, aujourd'hui, les séries dont vous parlez, peu de Sénégalais connaissent réellement qui sont les scénaristes. Ils ne sont pas au devant de la scène. C'est la production qui est connue, c'est peut-être le nom de la troupe, etc., qui est mis en avant, mais rarement on met en évidence le scénariste ou les scénaristes. Donc ici aussi, c'est la production qui est importante. Et dans la production, la preuve, il y a plusieurs personnages qui peuvent avoir des positions divergentes. Donc où est Mbougar dans tous ces personnages éclatés qu'il porte en même temps, pourtant? Donc c'est très important par rapport à une œuvre de fiction, même si la dimension idéologique est importante, de prendre du recul, de la distanciation. Alassane, c'est cette absence de distanciation qui nous poussait, quand on était un peu plus jeune, lorsqu'on regardait un film, lorsque le méchant voulait tuer le bon, mais des fois on sursautait sur notre chaise, il dit « Non, fais attention !» Ou bien quand... Donc, alors que notre intervention est impuissante par rapport à cette scène. Mais la force, Alassane, d'une œuvre créatrice réussie, c'est lorsque cette œuvre-là semble déteindre, semble éliminer toute la frontière entre la fiction et le réel, nous entraîne au sein d'elle, que nous sommes totalement plongés dans cette œuvre et que nous vivons l'œuvre avec l'œuvre elle-même et que nous nous prenions pour même un acteur de cette œuvre-là. Donc finalement, nous nous noyons dans ce manque de discernement, mais qui demande, et Mbougar, c'est un écrivain
quand il parle, il ne parle jamais en vain, sans jeu de mots, Alassane. Il a dit lire aussi ça s'apprend. Ça veut tout dire. C'est une réponse tellement courtoise, mais tellement dévastatrice, qui dit très peu, mais qui dit beaucoup. Donc, dans son livre le plus secret, la plus secrète mémoire des hommes, à un moment donné, parlant de l'ouvrage Le labyrinthe de l'inhumain de T.C. Eliman, qui renvoie ici à l'ouvrage de Wologem le Malien, eh bien, il dit, tels furent, après ma soirée dans la toile de l'araignée, mes premiers pas sur le cercle de solitude où glissait le labyrinthe de l'inhumain. Le cercle de solitude. À partir du moment où il s'est mis à lire ce livre, à aller à la quête de ce livre-là, il a compris qu'il est entré dans un cercle de solitude. Et aujourd'hui, c'est comme s'il y avait cette dimension prémonitoire, avec ce Goncourt qui le place devant les feux de la rampe, mais en même temps, ce Goncourt annonce quelque part un début de solitude, du moins par rapport à ses racines premières, par rapport à son pays d'origine. Et ça, vraiment, c'est très intéressant, et ça fait partie des choses qui font, Alassane, le charme sur le plan purement littéraire de l'ouvrage, parce qu'il y a ce qu'on appelle, c'est ça qu'on appelle la mise en abîme. C'est-à-dire, dans un roman, le grand roman, j'oublie toujours le titre là, la plus secrète mémoire des hommes, il est enchâssé d'autres petits romans en miniature qui sont évoqués ou qui sont en train d'être écrits. La mise en abîme. On met en abîme des romans ou des récits à l'intérieur du récit qu'on est en train de lire nous-mêmes. Donc, c'est ça qu'on appelle la mise en abîme ou l'enchâssement des récits. C'est-à-dire, cela pousse le lecteur à avoir une attention presque impossible, soutenue même et faible, Alassane. Cela demande une tension, cela demande une focalisation extrêmement importante. Et il rompt, eh bien, ça ce n'est plus dans la modernité parce qu'on le fait depuis 50 ans, mais il rompt avec tous les protocoles classiques qu'on nous a appris à l'école. Le narrateur omniscient, le narrateur presque Dieu qui sait tout de ce que pensent ses personnages. Il a presque des personnages autonomes qui semblent s'échapper de sa faculté à leur faire dire. Lorsque un écrivain fait parler un auteur, ou bien plutôt lorsque un narrateur fait parler un personnage, et il dit « je crois », ça veut dire que lui-même, il prend de la distanciation, il s'humanise par rapport à cet autre personnage-là. Mais tout cela aussi, c'est des éléments de distanciation pour montrer que l'auteur prend un peu de recul par rapport à son personnage qui a une dimension autonome. Mais tout cela aussi, Alassane, rend nécessaire une autre approche, une autre lecture. Il nous faut, dans nos curricula, parce que nous sommes envahis par des productions, que ce soit cinématographiques, venues d'ailleurs, avec d'autres références culturelles. Aujourd'hui, les jeunes producteurs sénégalais dans les séries mettent en avant des éléments de fiction que certains peuvent trouver osés. Aujourd'hui, avec ce roman consacré, la réception de ce roman-là par les Sénégalais va aussi être reçue par les autres qui vont nous regarder. Mais Alassane, il urge, franchement, et ça c'est un plaidoyer que je voudrais faire, si le ministre de l'Éducation m'entend, de réactualiser, s'il le faut, les curricula et d'intégrer plus encore en avant, et dès le primaire ou le collège, l'enseignement de certains principes de base de la fiction, de la création, afin de mieux outiller, qu'elle soit cinématographique, qu'elle soit romanesque, afin de mieux outiller nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos neveux, nos nièces, et nous-mêmes, à l'appréhension et à la compréhension des œuvres de création, afin de mieux, justement, protéger notre jeunesse. L'impact de ce livre-là sur le plan mondial. Oui, bon, en fait, je parlerai d'effets, parce que, comme je suis un peu puriste en matière de suivi-évaluation, l'impact, c'est peut-être dans 10 ans, dans 5 ans, qu'est-ce que ça va faire? Mais l'effet, les changements directs, immédiats, effectivement, il y en aura. Mais tout en sachant que Mbougar renouvelle un filon déjà très connu. Le Sénégal, vraiment, l'une des marques de fabrique quand même du Sénégal, c'est la grandeur de ses hommes de culture, c'est le génie de ses créateurs. Donc Mbougar confirme ce talent intrinsèque, ce positionnement particulier de leadership du Sénégal quand même en Afrique, dans le monde de la création, des arts, etc. Mais au-delà de tout cela aussi, il y a une
sorte de souffle nouveau. Aujourd'hui, je puis vous dire que même sur le plan touristique, il n'est pas exclu que dans quelques années, peut-être que cet ouvrage-là ait contribué à augmenter, disons, le flux touristique. Parce que, comme je vous l'ai dit, Mbougar a mis le Sénégal en scène dans cet ouvrage-là. Il aurait pu emprunter le nom d'un pays d'emprunt, etc. Mais tout cela contribue. Quand il parle des notes du Super Diamono, Moudjé, quand il l'évoque, ce que ça lui fait, c'est notes de jazz. Mais un Français, un Américain qui lit cela, qui se dit, mais tiens, Omar Pène, jazz, 5 minutes, 6 minutes de jazz, etc. Mais quel est ce beau pays-là? Donc, ça aussi, c'est des éléments un peu d'effet ou d'impact dans le moyen long terme qui peuvent être positifs. Mais, Alassane, il faut aussi intégrer une chose, il y a des risques. La manière dont nous allons recevoir aussi l'ouvrage pourra contribuer à ce que les autres pays nous regardent d'une certaine façon. Mais justement, c'est sur ce point que je voulais qu'on insiste un peu. Cette sorte de Graal de Bougar, de Boubacar Boris Diop sur le plan international, qui font que le Sénégal est porté au pinacle, comparé aujourd'hui aux jeunes qui sont là, à l'éducation qui est là aujourd'hui au Sénégal, aux jeunes qui sont sur Internet, qui sont informés, mais aussi ignorants qu'ils sont informés. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage profond entre l'éducation d'aujourd'hui et le firmament sur lequel sont nos auteurs? Oui, je voudrais souligner un point qui m'a beaucoup frappé à la lecture du livre, c'est que le personnage principal n'a trouvé la béatitude que dans le retour vers soi et chez soi. Et ça, c'est fondamental. Un pays serré. Cela veut dire qu'on a beau faire le tour du monde avec toutes les expériences. On n'est pas mieux que chez soi. Voilà, on n'est jamais mieux que chez soi. Et ça, c'est important. Et par rapport à votre question, je dirais que il serait essentiel d'encourager à ce que ce prix de Mbougar réconcilie les jeunes au livre et à la lecture. À l'éducation. Et à l'éducation. J'en viens, c'est important. Parce que pour ça aussi, il faut je voudrais vraiment faire un plaidoyer qui me tient à cœur. Parce que je suis un militant acharné de l'école publique. Nous sommes tous des produits du public. Et je pense qu'en République, c'est la seule à même de garantir l'égalité des chances. Quoi que l'on puisse faire, il faudrait vraiment penser à redonner à notre école publique son lustre d'antan. C'est essentiel pour nos objectifs de développement, notre rayonnement à l'international et partout, pour notre vie tout court. Parce que si nous voyons notre volonté d'amener nos enfants dans le privé, c'est extraordinaire. Et combien ça nous coûte? Moi, je pense que même il y a une dimension économique à considérer. Parce qu'au Sénégal, si l'on voit bien, si on déduit le prix du loyer et les études des enfants de ce que nous gagnons, mais c'est une misère. C'est terrible ce que nous vivons. Donc, en remettant notre école publique à sa place, en la recrédibilisant, nous irons vers même une béatitude économique et une meilleure situation de vie de nos populations. Ça, il faut vraiment y aller et c'est important. Et qu'on dise aux Sénégalais que tout est possible. Il suffit d'y croire. Et on s'était appuyé en 2002 avec la victoire des Lions sur le Sénégal qui gagne. C'est des concepts peut-être qui sont un peu dans l'événementiel, mais ça joue beaucoup dans l'imaginaire collectif. Et que ce réarmement moral, nous en avons besoin et qu'on dise aux jeunes Sénégalais que tout est possible. Mais il faut vous donner les moyens d'atteindre vos objectifs. C'est essentiel. Réarmement moral, il a dit le mot. Est-ce qu'il faudrait aussi réarmer moralement la classe politique sénégalaise aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on voit avec les coalitions et cette affaire de Barthélémy Diaz qui pollue aujourd'hui l'atmosphère? Mamadou Thiam. Bon, il est difficile. Je pense que réarmer les acteurs, la classe politique est une mission impossible. Pourquoi? Mais c'est une mission impossible. Parce que dans la classe politique, la majorité des acteurs de la classe politique, sur le plan intellectuel, sur le plan un peu du savoir-faire, mais la plupart des gens ont tous les éléments qu'il faut. Maintenant, lorsque la mauvaise foi fait son lit dans la politique,
Ça, c'est très difficile. Vous avez beau être armé et réarmé, si vous faites montre de mauvaise foi, ou bien si vous êtes dans une visée manipulatrice. Et je rappelle que la visée manipulatrice n'est pas l'apanage d'un parti, qu'il soit du pouvoir ou de l'opposition. Malheureusement, depuis Machiavel et bien avant Machiavel, c'est comme ça que les politiques fonctionnent. Donc, lorsqu'on parle de réarmement, bon, ça me pose problème. Aujourd'hui, ce qui se passe, de mon point de vue, c'est très simple. Même si c'est sur fond d'un dossier quand même tragique, ayant vu mort d'homme qui a une famille, qui a un père, une mère, et on semble oublier le fond de cette affaire-là. Moi, c'est ça qui me choque. Aujourd'hui, on est en train de parler de politisation d'un dossier contre un candidat, mais qui est chez lui, tranquillement, entouré de sa famille, de ses enfants, de son père, de toute sa famille, qui vit sa vie, au moment où on n'évoque même plus Ndiaga Diouf, feu Ndiaga Diouf, qui est mort, qui est décédé, des suites d'échauffourées, après des tirs d'armes létales, qui a laissé une famille, qui a laissé une mère, qui a laissé un père, qui a laissé... Mais on n'en parle plus. On met en avant des mises en scène en disant qu'ils veulent empêcher un candidat de faire campagne. Mais pourquoi ne devrions-nous pas dire qu'on va empêcher à un mort d'avoir son procès, enfin? Terminé, parce que ce n'est pas Ndiaga Diouf qui a fait appel. Barthélémy fait partie de ceux qui ont fait appel. Parce que quand il a été condamné, en première instance, il avait déjà purgé la totalité de sa peine. Il n'y avait pas de risque pour qu'il soit inéligible en son temps. Donc pourquoi, après avoir purgé la totalité de la peine qui a été prononcée, sans avoir de risque d'être inéligible, pourquoi faire appel? Certains disent que c'est le montant de 25 millions. Certains disent que c'est à cause du montant de 25 millions qu'il devait payer solidairement avec ses causes accusées à la famille de Ndiaga Diouf. Mais 25 millions à quelqu'un qui a perdu son fils, pour un dignitaire comme Barthélémy, qu'il devait payer solidairement avec d'autres co-accusés, cela vaut-il la peine d'allonger la souffrance de cette famille qui attend de faire son deuil définitivement? Permettre aussi à Barthélémy de passer à autre chose. Donc il faut rappeler le contexte. Il y a eu appel au moment où le sieur Barthélémy a déjà purgé toute la peine qui a été à l'origine de sa condamnation. Donc il était sorti libre de ce procès. Mais si vous faites appel et qu'il y a aussi d'autres parties impliquées qui peuvent faire appel, que ce soit le procureur, que ce soit les autres parties, mais forcément ça prendra du temps. Et dernière chose, le procureur général a fait une communication, un communiqué officiel, pour dire que depuis le 7 juillet, Barthélémy, comme ses avocats, savait que le procès allait reprendre le 10 novembre, depuis le 7 juillet. Mais le calendrier sur le processus électoral, quand est-ce qu'on a su qu'il fallait déposer début novembre? Ça fait pas longtemps. Mais à chaque fois qu'il y a un problème ou qu'il y a une situation qu'on fait face à ses propres turpitudes, au lieu d'assumer ses responsabilités, on tend plutôt à se victimiser. Moi, c'est ça qui me gêne. Je dis qu'aucun homme politique n'est au-dessus de la loi, qu'il soit du pouvoir ou de l'opposition. À chaque fois qu'un homme politique sera au-dessus de la loi, dans les faits, ou voudra être au-dessus de la loi, qu'il soit de l'opposition ou du pouvoir, moi, ça me choquera. Parce que nous sommes des privilégiés. Il faudrait que nous tous, nous méritions quand même ce privilège-là. On ne peut pas et on ne doit pas en rajouter. Moi, j'ai un frère qui a été arrêté, qui a été emprisonné, c'est un cousin à moi. Son dossier est mis en instruction. Il n'a jamais connu la prison. Il dirigeait une entreprise, il y a eu un vol dans cette entreprise, comme il était le responsable du site, on l'a pris. On l'a mis à Rebeuss. Pendant 1 an, sans être jugé. Il a été jugé, il a été blanchi, il est sorti. Il a fait 1 an dans cette prison de Rebeuss. Il faudrait qu'on arrête de mépriser les Sénégalais. C'est une manière pour moi de mépriser les Sénégalais. Vous tuez quelqu'un, on vous emprisonne à 2 ou 3 mois, je ne sais même plus. Vous sortez.
De quoi vous parlez d'élection, on va m'empêcher. Alors que vous saviez que depuis le mois de juillet, votre procès en appel était fixé au mois de novembre. Sarah, par rapport à cette question bien précise. Oui, moi je pense qu'il sera très très difficile de ne pas corréler ce dossier à de la politique. Pour la bonne et simple raison que sa source, elle est éminemment politique. Il faut rappeler les faits. En décembre 2011, c'est à la suite d'une expédition punitive lors des fameux événements de la 3e candidature de Wade que les gens sont allés à la mairie de Mermoz pour faire la fête à Barthélémy Diaz. Vous m'excusez du terme. C'était ça. Donc la source, elle est politique. Et aussi, en son temps, le président Sall avait bien soutenu Barthélémy en disant que c'était de la légitime défense. Peut-être que, paix à l'âme de Ndiaga Diouf. Peut-être aujourd'hui, on pourrait même se retrouver dans une situation où ce serait la famille de Barthélémy Diaz qui serait là aujourd'hui en procès avec ses bourreaux. Donc voilà. Et quand le président Sall est arrivé au pouvoir, c'est lui qui l'a sorti de prison. Et il y a des choses qui ne peuvent ne pas attirer l'attention des gens. C'est-à-dire... La moralité, c'est de faire attention que les dossiers judiciaires soient politisés. Oui, c'est ça, Alzane. En fait, pour terminer sur ce que je voulais dire, du temps, ce dossier-là, il était là, il aurait pu être suivi au début, avant le jugement même, mais quand Barthélémy et le Parti socialiste étaient dans les bonnes grâces de la mouvance présidentielle, ce dossier, on n'en parlait plus. C'est après la rupture avec Khalifa que le jugement a eu lieu, et après Barthélémy a fait appel et tout. Mais ce qui heurte, il y a une rupture de confiance entre les justiciables et ceux qui rendent la justice, et une grande partie de l'opinion et les institutions. Ça, c'est indéniable. Donc, il faudra revoir certains rapports, remettre certaines choses à l'endroit. Et au Sénégal, malheureusement, dans la conscience populaire, il sera très difficile de faire croire aux gens qu'il n'existe pas une judiciarisation du raisonnement des équations politiques. Parce que souvent, quand on est du bord du pouvoir, on n'est pas confronté à certains problèmes, quoi que l'on puisse faire. Et de l'autre côté, quand on est de l'autre côté, tout ce qu'on peut faire peut causer des ennuis judiciaires avec une célérité et une diligence qui frise l'acharnement. Et autre chose, il serait important qu'on pense à renforcer notre justice, parce que c'est le seul pouvoir en démocratie qui porte le nom d'une vertu. Quand il y a la justice, tous les équilibres peuvent être sauvés. Et pour cela, il faudra penser à résoudre la question des longues détentions préventives. C'est très très important. Et cela passera forcément par la construction de nouveaux tribunaux, par le recrutement de greffiers, de juges, et qu'on ait un personnel adéquat pour diligenter tout cela. Le bracelet électronique dont on parle, les bracelets électroniques... Oui, parce que sur le principe, on dit que l'emprisonnement doit être l'exception. La règle, c'est la liberté. Donc, il faut travailler sur ça. C'est des choses à améliorer, mais il faut qu'on ait des consensus forts sur des choses comme la justice. C'est important parce que c'est un pilier fondamental en République. Et ça, nous devons tous y veiller. La justice est une question extrêmement importante. Ça nous permet de parler de ce qui se passe dans la sous-région, au Mali, au Burkina Faso et aussi au Niger. C'est des questions de justice qui font que les jeunes se lancent aujourd'hui dans le djihadisme. La sous-région est dans une situation compliquée parce que la pauvreté, la malgouvernance font que tous les diagnostics qui ont été faits montrent que c'est à cause de ça que les jeunes sont facilement assimilables, ils sont facilement attirés par le djihadisme. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que notre pays reste encore solide par rapport à ces questions bien précises? Alors, je pense que l'une des choses que l'on pourrait et que l'on devrait faire pour rester dans la transition, c'est, comme il l'a dit, la justice, c'est d'abord une vertu, c'est un équilibre. Et dans nos pays, il faudrait que nous ayons l'aptitude, la capacité à développer une approche non clivante sur des questions et des thématiques non clivantes. Parce que pour moi, dans une république, il y a des aspects qui doivent faire l'objet d'un consensus et d'une acceptation.
totale par tous. La justice, nous devons tous la renforcer. Si ceux qui pensent qu'ils sont, parce qu'ils sont au pouvoir, qu'ils peuvent faire du djalgati, mais ils ne renforcent pas la justice. Et même là, je pense que c'est aussi une question de perception. Mais si ceux aussi qui ne sont pas au pouvoir ou qui sont dans l'opposition pensent qu'ils peuvent utiliser leur statut à leur propre intérêt, ils ne renforcent pas la justice. Il faudrait que nous tous, nous rendions les armes face à la justice, que nous l'acceptions d'abord, que nous refusions que la justice fasse l'objet de polémiques. L'armée, la justice, le principe républicain de notre État, pour moi, c'est des sujets qui doivent être non clivants. Ça ne doit pas empêcher, justement, une volonté d'amélioration. Parce qu'effectivement, il y a des choses que nous pouvons donc améliorer. Quel que soit Alpha, sans revenir sur l'affaire Ndiaga Diouf, mais soutenir quelqu'un, moralement, dire que c'est une légitime défense, mais cela ne veut pas dire absoudre cette personne, parce que ceux qui sont jugés, combien de personnes sont jugées en légitime défense? Même si vous êtes en légitime défense, vous devez être jugé. Mais l'aspect légitime défense peut contribuer à donner des circonstances atténuantes. Mais ça ne veut nullement dire que la personne ne peut pas être coupable. Donc là aussi, nous faisons face à beaucoup d'amalgames, à beaucoup de confusion à dessein de la part de personnes qui maîtrisent les concepts, mais qui font des confusions à dessein. Si un voleur me trouve chez moi, même si je lui fais une sommation, si je lui tire une balle, il meurt, mais je suis arrêté d'abord, je suis jugé, je suis condamné. Mais je suis en légitime défense. Rien n'empêchera à Alassane de dire je soutiens Mamadou Thiam parce que quand même dañ ko fekk këram nar koo rey mu tiire bal waa ji. Mais c'est à la justice de dire est-ce que ma réponse a été proportionnelle à la menace? Parce que même les morts ont des droits. Si je fais un accident, que Dieu m'en garde, sur la route et que je tue quelqu'un, même si je ne l'ai pas fait exprès, parce qu'il peut y avoir des accidents et des morts, mais je suis arrêté et je suis jugé. Donc, il faut que l'on évite de faire ces amalgames-là. Moi, je ne dis pas que Barthélémy est coupable. Je ne dis pas que Barthélémy doit être emprisonné. Il doit être condamné. Ce n'est pas mon rôle. Mais je dis aucun citoyen sénégalais ne doit contester une décision de justice ou l'agenda de la justice. Depuis 2011, Alassane, je fais partie des premiers à dire que le temps de la justice n'est pas le temps de la politique. La preuve, il y a des membres du pouvoir, mais qui ont été arrêtés, qui ont fait de la prison et qui sont toujours poursuivis, sous peu des députés. Mais c'est quand même une première. Donc, dans une république, si nous voulons éviter d'aller vers ces extrémismes, autant il faut dénoncer les manquements de tous, que ce soit du pouvoir comme de l'opposition, parce qu'en république, il n'y a pas de pouvoir et d'opposition. Nous sommes tous des enfants de la république. Mais autant, lorsqu'il y a aussi des acquis, il faut savoir pointer du doigt ces acquis. Mais au Mali, dans la sous-région déjà. Voilà. Maintenant, si c'est une transition, si nous ne parvenons pas à créer des éléments de quiétude, de sérénité autour de ces sujets non clivants, que nous passons tout notre temps à nous chamailler, mais nous nous fragilisons. Nous nous fragilisons parce que les djihadistes, ils utilisent d'abord les fragilités nationales et identitaires. Parce qu'avant l'aspect purement économique, il y a des pays plus pauvres, mais nous n'avons pas vu de djihadisme. Au-delà de la pauvreté, ils utilisent aussi les fragilités identitaires, sociales et culturelles. Et aujourd'hui, au Sénégal, nous sommes en train de nous rapprocher de ce gouffre avec des débats identitaires, avec des débats aux allures, aux consonances ethniques, régionalistes, avec des clivages exceptionnels sur toutes les questions. Mais ce sont ces fentes, ces déchirures, au-delà de la pauvreté, qu'exploitent les djihadistes. Mais pour cela, je pense que nous avons tous une responsabilité. Et je suis d'accord avec le fait que c'est le pouvoir qui doit avoir, si l'opposition peut avoir 30% de responsabilité, là, le pouvoir a presque 80%. Nous ñoo war a boot ñëpp. Ñun ñoo war a tëddee njaxanaay. Ñun ñoo war a tàllal loxo ñëpp. Ndaxte ñun lañ fi teg. Nous devons être les plus exigeants avec nous-mêmes. Parce que c'est à nous, justement, c'est au président Macky Sall que le peuple a fait confiance. Loolu teranga la.
teraanga nag ni ñu koy delloowee mooy ñu doxal ko gën ci farlu ñu ngi ciy farlu mais nañ ci gën a farlu. Et je pense Alassane, franchement moi j'ai discuté avec certaines personnes qui croyaient connaître le président Macky Sall et qui au sortir des événements de mars m'ont dit Mamadou, je me rends compte que je ne connais pas du tout le président Macky Sall. Je lui dis pourquoi? Il me dit sur la base des éléments sur le personnage entre guillemets que j'avais, je pensais qu'il allait faire du djambarisme. On dit c'est un descendant de Tcheddo, il a le sang chaud, etc. Mais il a su prendre de la hauteur, du recul, avoir une approche très froide, très lucide. Et je pense que ça c'est un tournant. Appeler tout le monde, mais il nous faut consolider notre démarche. Lorsqu'il présente ses condoléances aux militants, non pas en tant que président de l'APR, ni président de Benno Bokk Yakaar, en tant que président de la République, il présente ses condoléances aux militants de PASTEF, mais il démontre que lui-même, il ne doit pas être un élément clivant. Il est le président de tous, mais il ne suffit pas de l'être, il faut l'incarner. Et chaque jour qui passe, je vois à travers lui quelqu'un qui tente d'incarner au mieux son statut de président. Alors que, je termine sur ça, et je voudrais malheureusement m'en émouvoir, nos amis de PASTEF utilisent, et la société civile ne s'en émeut pas, le décès accidentel de leurs militants. Comme ça peut arriver à tout parti, ils sont décrits sur les réseaux sociaux, à travers des pages officielles, comme étant des soldats tombés au combat. Ils utilisent même le terme de djihad. Je veux dire, ça, c'est des extrémismes. Et dans ce cas de figure, qui est très violent quand même, d'instrumentaliser le chagrin de familles, de personnes décédées accidentellement, parler de djihad, parler de martyrs, parler de mourir au combat, je pense que au-delà de l'aspect économique, il nous faut, comme je le disais, colmater ces déchirures-là que certains sont en train d'entretenir. Et malheureusement, la société civile a un positionnement à géométrie variable. La société civile a une indignation sélective. C'est comme si aujourd'hui, prendre son courage, dire ce qu'on pense au président Macky Sall, mais il est impensable pour ces acteurs-là de prendre aussi leur courage, de dire ce qu'ils pensent aux autres acteurs lorsqu'il y a des situations qui doivent le justifier et le nécessiter. Ça aussi, c'est un facteur d'équilibre qui est très important. Justement, par rapport à ça, ces failles, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter justement? Alassane, la question djihadiste, elle est à la fois douloureuse et très sérieuse. Tout à fait. Et je pense que la précarité des équilibres dans nos États constitue un terreau fertile à la montée de ce djihadisme-là. Et nous devons tout faire pour éviter ce péril communautariste qui est en train de monter chez nous. Nous étions une nation tolérante et très homogène dans ses méthodes de fonctionnement et dans son dialogue et dans ses rapports sociaux. Il n'est pas question que nous nous fragilisions en nous divisant, en devenant un pays de camps et de clans. C'est ce qui est en train de se passer. Tout à fait. Et pour la question sécuritaire, notamment celle liée au djihadisme, nous devons avoir un consensus fort qui transcende tous les clivages. Tout à fait. Parce que même ceux qui cherchent à conquérir le pouvoir, le jour où ils l'auront, je ne pense pas qu'ils souhaiteront gouverner sur un champ de ruines. Tout à fait. Parce que c'est très sérieux cette question. Mais je ne peux manquer de louer ce qui est en train d'être fait par l'État du Sénégal. Parce qu'on a une approche quand même holistique de la question sécuritaire. Peut-être que nos autorités ne sont pas très bruyantes, on ne communique pas trop sur cette question, parce que ça ne demande pas de la communication, mais de grands efforts sont faits dans ce domaine. Et c'est le moment de louer nos forces de défense et de sécurité. Et pour qui sait lire les derniers développements, c'est pas pour rien que les dernières manœuvres générales ont eu lieu dans la partie septentrionale du Sénégal, vers Tamba. Ce qui veut dire que ces gens-là comprennent déjà les enjeux, parce que bien que venant du nord, la menace djihadiste est en train d'essaimer et de se déplacer, de changer son champ d'action. Au début, c'était des gens qui venaient des pays arabes et tout, d'Asie, pour monter des milices, mais maintenant, c'est même on a des groupes locaux qui se forment à partir d'identités locales. Tout à fait. Et donc, pour cela, on sait que la menace, elle est là. Le Sénégal prend très au sérieux cette menace-là, et nous devons tous soutenir, nous devons tous converger dans un sens qui sauve
notre intégrité territoriale. C'est très très important. Allons vers l'essentiel sur cette question. Renforçons nos forces de défense et de sécurité. Ayons un consensus fort parce que le temps nous l'impose et la situation. Si nous voyons des camions sénégalais qui sont attaqués vers Caille, cela veut dire que la menace elle est là et ne laissons pas des brèches pour que nous soyons anéantis avec ce phénomène très dramatique et que nous déplorons tous. Voilà, l'essentiel a été dit. Merci à mes invités, Mamadou Thiam, qui est conseiller spécial du président de la République. Merci à Sarah Diaye, entrepreneur et analyste. À la technique, Biran Sissé, micro Alassane Sabo Diop. Excellent dimanche à tous. E-Radio, le Sénégal à l'écoute.